Bonsoir donc à tous, merci d'être là. Comme convenu, nous allons voir ensemble une des parties de l'analyse technique et plus particulièrement de ce qu'on appelle le chartisme, qui, comme on va le voir ensemble, peut être très intéressante et qu'on appelle donc les figures de retournement. On avait fait une formation sur les figures, un webinaire sur les figures de continuation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir ou pas. Je pense il est en replay sur notre chaîne, mais peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Donc, après les figures de continuation, maintenant, nous allons regarder on va s'attarder sur les figures de retournement. Le sommaire que je vais passer, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous pourrez récupérer l'information, la présentation par la suite. Voilà. Donc, dans un premier temps, un petit rappel rapide, comme je le fais à chaque fois, sur l'analyse technique. Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes intéressé par l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est effectivement une discipline qui va étudier les graphiques des cours. Donc, l'observation du passé et du présent devrait ainsi permettre de pouvoir anticiper l'avenir. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans maintenant, je trouvais ça, j'étais très cartésien. Et quand je suis arrivé euh, j'avais démarré par la finance fondamentale et quand j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi j'ai besoin d'analyse technique, j'étais un peu, j'étais un peu dubitatif et finalement, depuis 25 ans que je la pratique, j'ai fini par me rendre compte que ça fonctionnait même très bien. Sinon, je serais plus là. Donc, comment comprendre que des données graphiques, comme on va les voir, des figures, des canaux, peuvent engendrer des réalités de marché? Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, ça marche, c'est ce qui m'intéresse. Qu'importe les raisons véritables pour que ça marche, c'est le problème de la poule et de l'œuf, hein. Est-ce que ça marche parce que les gens le regardent? Est-ce que les gens le regardent parce que ça marche? Ce qui compte pour nous, au final, c'est que ça soit efficace. Alors, les figures de retournement, c'est quoi? Il faut savoir que lorsque vous êtes dans un marché, vous allez avoir deux grandes possibilités. D'accord? Soit vous êtes dans la tendance. Évidemment, cette tendance peut être haussière ou baissière. Donc, un marché net en hausse ou un marché net en baisse. Soit, bah, je sais pas, par exemple, Hermès a un marché net en hausse, Kering a un marché net en baisse, actuellement en tout cas. Soit alors vous allez dans les phases de temporisation, les phases de correction, les phases de consolidation. Ces phases-là sont des phases pendant lesquelles le marché temporise, corrige un peu, va à contresens, sans pour autant inverser la tendance. Lorsque vous avez une figure de continuation, vous allez avoir une tendance, la figure de continuation, et après vous allez repartir dans la même tendance. À l'inverse, c'est ce que nous allons voir ensemble ici, les figures de retournement, elles, vont inverser la tendance dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que à la fin d'un mouvement baissier ou à la fin d'un mouvement haussier important, eh ben, vous allez repartir dans l'autre sens. Exemple, après une longue phase de hausse sur le CAC entre 2003 et 2007, crise du subprime à l'été 2007, et puis retournement de tendance 2007-2011, où le CAC s'est remis à baisser. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les phases de temporisation avec les phases de retournement. Ici, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de voir des figures de retournement de marché. On va s'attarder à principalement cinq qui, pour moi, sont cinq parmi les plus représentatives figures de retournement. Il y en a plus, mais on n'aurait jamais eu le temps de les voir de façon exhaustive. Bon, mais ces cinq-là, déjà, font partie d'un très grand nombre. Avec ces cinq-là, déjà, vous avez un très grand nombre des figures de retournement entre vos mains. Bon, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir les biseaux d'essoufflement ou les biseaux d'étranglement, de retournement, comme vous voulez. Donc en anglais, ça s'appelle wedge. Donc parfois, vous m'entendrez peut-être dire wedge, biseau, wedge, c'est la même chose. Après, on va voir les épaules, tête-épaule. Alors ça, c'est certainement la figure de retournement la plus connue, en tout cas, dont vous avez peut-être le plus entendu parler. Peut-être que je me trompe. C'est pas pour autant que c'est la plus fréquente. Ensuite, on a les double top, double bottom. On va voir les rounding top, rounding bottom. Et enfin, on va voir les diamants, qui sont peut-être un peu moins connus. En dehors des biseaux, donc les quatre autres types de figures de retournement peuvent s'apparenter à une forme de semé ou creux arrondi. Ça, c'est très important. Je vous le montrerai à la fin de la présentation. Parce que finalement, l'objectif de chacun, quand on intervient, à part, évidemment, si vous venez me voir en disant, bah voilà, moi, Monsieur Daguerre, j'ai envie de passer je sais pas, MFTA, le CFA, etc. J'ai besoin d'avoir des connaissances en analyse technique pour répondre à des questions alors, dans le cadre d'un examen. Bon. En dehors de ça, ce qui vous intéresse, c'est d'anticiper les mouvements de marché.
Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir deux intervenants qui avaient joué un retournement de marché, et l'un qui disait, ah bah voilà, là j'ai joué l'épaule tête épaule, et l'autre disait, ah bah non, non, je suis désolé, c'était un rounding top. Bon, au final, on s'en fiche. Que l'un ou l'autre ait raison sur l'appellation de la figure, à partir du moment où ils ont joué le retournement et qu'ils ont eu raison, c'est ce qui compte. Donc, ce que je vais vous dire là à la fin, c'est d'essayer de vous donner des astuces pour vous rendre compte quand un marché peut se retourner, même si vous n'avez pas forcément réussi à délimiter une des figures en question. Alors, on commence par les biseaux, d'accord, wedge, d'essoufflement. Les biseaux peuvent être de deux natures différentes. Attention, vous pouvez avoir des biseaux d'essoufflement ou de retournement, donc en fin de tendance, ou des biseaux d'initialisation ou de continuation en début de tendance. Pour ceux qui connaissent Elliott, évidemment, il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent, mais c'est assez rare qu'on le connaisse. Je suis moins un grand Elliotiste et de temps en temps, on vous proposera aussi des formations en Elliott, mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, pour ceux qui connaissent Elliott, les biseaux d'initialisation, on va les trouver uniquement dans les vagues 1 ou A, et les biseaux de retournement, on va les trouver uniquement dans les vagues 5 ou C. La définition. Donc, les biseaux s'apparentent à un triangle symétrique incliné vers le haut pour un biseau ascendant, rising wedge, ou vers le bas pour un biseau descendant, falling wedge. Ne vous inquiétez pas d'abord, faites-moi confiance, je sais très bien comment faire ma présentation. Ensuite, tout ce que je vais vous montrer là d'un point de vue théorique, on va évidemment le voir d'un point de vue pratique, puisque enfin, pour moi, l'essence même d'une bonne formation, c'est la partie pratique, pas la partie théorique. La partie théorique, tout le monde peut la dispenser. Donc, malgré les ressemblances avec les triangles, là-dessus, on va faire attention, ce sont des figures qui sont totalement différentes. Notamment parce que les triangles, eux, sont des figures de continuation. Donc attention, parce que si vous confondez un triangle et un biseau, vous allez pouvoir avoir un objectif totalement différent. Un triangle, vous allez continuer votre tendance, un biseau, vous allez l'inverser. Il s'agit donc d'une convergence entre deux droites qui vont encadrer les prix, donc qui vont étrangler, c'est pour ça qu'on dit parfois biseau d'étranglement, les prix, qui vont, eux, donc s'essouffler avec une diminution d'amplitude dans le mouvement. Pourquoi? Parce que les droites du biseau vont se refermer petit à petit. La sortie d'un biseau s'effectue généralement dans le sens inverse de la tendance de fond, avec comme objectif minimal équivalent au point d'entrée de la figure. Bon, alors on dit dans le sens inverse, évidemment, parce que c'est une figure de retournement. Encore un petit aparté, mais ça vous le savez, il n'y a pas de magie, hein, il n'y a pas de panacée. Ceux qui vous vendent des panacées boursières, ce sont des charlatans. Donc, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle des figures qui ont une forte probabilité de se dérouler dans le bon sens. Ça veut dire que parfois, vous allez avoir des triangles qui seront peut-être des triangles de retournement, que vous allez avoir un biseau qui finalement va sortir à la hausse, que vous allez penser avoir une épaule tête épaule, etc. Donc, rien n'est infaillible. D'accord? Lorsque vous investissez, lorsque vous décidez d'investir sur une valeur ou sur un actif, vous faites de la probabilité. Vous n'allez jamais être sûr que vous allez avoir raison à 100%. Sinon, vous mettriez, comme on dit, votre maison et toute votre fortune sur un même trade. Donc, vous allez essayer d'avoir le maximum de probabilité de votre côté en disant, bah voilà, ça peut être du fondamental, hein. Vous pouvez être très, très doué dans des lectures de bilan de résultats, dans la santé d'un secteur, dans l'anticipation, etc. Ou ça peut être de l'analyse technique. Les figures de retournement vont vous donner une probabilité accrue pour justement générer des positions d'investissement. Alors, comment ça se passe un biseau? Donc, un biseau, on va le voir ici. On est dans une tendance haussière, dans un marché haussier. On a mis ici une vague 5 pour évidemment ceux qui connaissent Elliott. Et là, on voit ici que les cours commencent à s'essouffler. Les plus hauts sont de moins en moins hauts. La théorie de dos commence à s'inverser petit à petit. Les cours ont du mal à maintenir leur momentum et paf, à un moment, ils vont sortir de ce biseau-là d'étranglement et repartir vers le bas. Inversement, tout est symétrique dans l'analyse technique. Donc inversement, si vous êtes dans une tendance baissière, donc le retournement cette fois va être haussier, et que vous avez là un biseau d'étranglement, bah, à partir du moment où vous sortez du coup à la hausse de ce biseau, vous allez vous retourner vers le haut. Alors, les biseaux ascendants, là, je vais passer un peu rapidement pour qu'on ait du temps pour tout voir tranquillement. Et parce que, encore une fois, vous pouvez me faire confiance, je vais m'attarder sur le principal. Là, je vous ai quand même mis dans la présentation le côté exhaustif pour justement, comme Safia me l'a demandé tout à l'heure, pour ceux qui voudraient relire la présentation tranquillement par la suite. Donc, ça sera important que vous puissiez lire ça. Donc, rapidement, donc un biseau ascendant va être une figure d'étranglement avant retournement baissier, puisque vous êtes dans un biseau ascendant qui intervient généralement après une hausse des cours. Dans un biseau ascendant, pardon, les cours évoluent à la hausse entre un support et une résistance.
qui vont être tous deux haussiers convergents. Cette notion de convergence indique que les cours vont continuer à augmenter, mais avec une moindre volatilité. Les volumes sont de plus en plus faibles et confirment le désintérêt des acheteurs. Lorsque les cours enfonceront le support du biseau, sur de forts volumes en général, on va conclure à un retour des vendeurs et donc au retournement de tendance. C'est la cassure donc de la droite de support lorsque vous êtes à la hausse, accompagnée de forts volumes, qui valide la figure. Petit bémol sur les volumes encore, alors parce qu'on me pose souvent la question si je regarde les volumes. Les volumes peuvent confirmer votre sentiment, d'accord? C'est-à-dire que vous envisagez une hausse, vous voyez que le marché monte avec de forts volumes, ça peut confirmer votre confiance dans la hausse. En revanche, l'erreur à ne pas faire, c'est se dire que si vous voyez un mouvement sans volume, ça veut dire que le mouvement ne va pas suffisamment être solide, d'accord? J'aurais pu vous montrer pourquoi on n'a pas le temps, mais ça m'est arrivé de voir des marchés sans volume se retourner et finalement que le retournement se soit produit sur du long terme malgré la faiblesse des volumes. Donc, biseau ascendant, biseau descendant, c'est exactement la même chose. Donc, on va passer pour aller plus vite. Petite remarque utile sur les biseaux. Plus les droites de tendance des biseaux sont pentues, plus l'objectif est rapidement atteint. Je vais vous montrer ce que ça veut dire juste après. Il n'existe pas de méthode formelle pour fixer un objectif en sortie de figure pour les biseaux. On peut toutefois tenter une estimation de cours en retraçant complètement la taille du biseau au niveau de la cassure. Enfin, l'objectif de cours doit être atteint en 2 fois moins de temps qu'il n'en a fallu pour la formation du biseau. Tout ça, c'est de la théorie. D'accord? Je vais montrer de quoi il s'agit et après, on va regarder un exemple concret sur le Nikkei, entre autres. Donc, mise en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais prendre ce que j'appelle un tableau blanc et on va regarder ensemble ce que ça signifie d'un point de vue plus concret. Alors, un biseau, ça va donc prendre une forme comme ça, à peu près. Voilà. Voilà. Donc ici, je suis voilà, je suis pardon, en face d'un biseau de retournement qui va être un retournement donc, baissier. D'accord? Donc, j'arrive à la hausse dans le biseau. Les cours commencent à hésiter un peu. D'accord? Ils deviennent de plus en plus faibles. Très souvent, vers la fin, vous allez le voir, vous avez ici une accumulation de petits rebonds sur la droite de support et jusqu'au moment où la droite va craquer et vous allez sortir du biseau. Pour revenir sur la slide là et pour vous expliquer ce que ça signifie, d'accord? Plus les droites de tendance des biseaux sont pentues, plus l'objectif est rapidement atteint. Pourquoi? Ça s'explique. Voilà. Imaginez ici, comme théoriquement, mon objectif va être de retracer le biseau par rapport à l'entrée dans le biseau, donc de revenir ici. Plus je vais avoir un biseau pentu, plus je vais revenir ici rapidement. D'accord? Si j'avais un biseau, parce que ça peut arriver moins pentu, d'accord? Par exemple, un biseau plus comme ça, bah, je vais mettre plus de temps à revenir puisque un élargissement plus important. Maintenant, tout ça, c'est vraiment de la théorie. En pratique, on va regarder le Nikkei, on va le regarder en dynamique, même si vous l'avez dans la slide, et on va voir comment ça s'est passé ici sur le Nikkei. Voilà. Donc ici, on va regarder ce qu'on a ici sur le Nikkei. D'accord? Donc déjà, je vais vous resserrer le graphique pour ceux qui voudraient voir un petit peu ou qui connaissent un petit peu Elliott. Parce que là, sur le Nikkei, en Elliott, entre le point bas que vous avez ici en avril 2003 et le point haut en juillet 2007 ici, vous voyez la crise de ce prime, vous avez un cas d'école elliotiste à tous les niveaux. D'accord? Donc je le dis rapidement pour ceux qui connaissent. J'ai une 1 ici dans un biseau d'initialisation, donc plutôt orienté vers le haut. J'ai une 2 en triangle ici. J'ai une 3 en extension avec la sortie du triangle, l'objectif de sortie du triangle qui est arrivé quasiment pile ici. Voilà. Donc l'objectif de sortie du triangle, vous prenez l'amplitude du mouvement avant l'entrée dans le triangle, vous la reportez sur le bas du triangle et vous avez vos objectifs. D'accord? Donc ici, on avait des objectifs qui étaient donnés quasiment autour des 17 000 points. Autrement dit, vous êtes capable de dire à quelqu'un qui se traite sur le Nikkei ou sur le Japon, bah voilà, on est sorti du triangle ici, en décembre 2004, à 11 400 points, et vous lui dites qu'on va aller à 17 000 points. Je peux vous dire que c'est une information qui est extrêmement intéressante. Très bien. Donc on continue. Et là, on arrive dans la vague 5. Donc la vague 5, qui est une vague de fin de mouvement, bah, elle est souvent plus faible. Parfois, elle est en extension, mais là, en l'occurrence, elle est plus faible. Et qu'est-ce qui se passe dans cette vague 5? Bah, on voit bien le biseau ici d'étranglement. Vous voyez que les cours, comme je vous l'ai dit, ont de plus en plus de mal
à conserver un momentum haussier. La hausse est de plus en plus fragile, les plus hauts sont de moins en moins importants. Et ici, dans cet ovale, ce que je vous disais tout à l'heure, qui arrive très souvent à la fin d'un biseau, bah, vous avez les cours comme ça qui sont en train de plus en plus de tester la droite de support, vous voyez, beaucoup plus souvent que la droite de résistance, ce qui indique effectivement l'approche d'un retournement baissier, puisque c'est la droite de support que les cours essayent de casser régulièrement, et non pas la droite de résistance. Et vous voyez qu'au bout du compte, ils arrivent finalement à sortir donc vers le bas de ce biseau et, euh, et par là même, vous voyez l'accélération baissière qui s'ensuit juste derrière. Un biseau, ce sont deux obliques euh, qui vont finalement se rejoindre, donc qui étranglent les cours. Donc l'avantage, par exemple, d'un biseau sur un canal ou sur un drapeau, etc., c'est que, comme un triangle d'ailleurs, c'est qu'à un moment, vous allez être obligé de sortir de cette figure. Au bout d'un moment, quand les deux droites vont se croiser, bah, là, les cours vont devoir se décider entre repartir vers le bas ou continuer vers le haut. Ici, on voit bien l'accélération baissière avec le report de l'amplitude ici du biseau pour atteindre un premier objectif. Et puis par la suite, effectivement, lors de la crise, la fameuse crise du subprime, donc le marché est devenu véritablement baissier. Voilà. Rapidement, je vous montre un ou deux autres biseaux que je connais. Voilà, on en a un ici sur le pétrole. Bon, c'était il y a plus longtemps. Voilà, ici, vous voyez, vous avez également un biseau de retournement en fin de mouvement. Vous voyez à nouveau comment, après une phase de hausse ici, comment les cours n'arrivent plus hein, à avoir du momentum à la hausse. La théorie de dos s'inverse. Vous avez des plus hauts de plus en plus bas, en fait. Et là, ici, vous avez la sortie du biseau avec la première vague de baisse et l'accélération baissière très forte. Et vous voyez encore une fois, là, dans cet ovale, comment les cours sont venus tester à de nombreuses reprises la borne inférieure du biseau. Je vous en montre un dernier, et puis après, on reprend la présentation. Bon, vous en avez beaucoup. Il y en avait sur le CAC. Je crois qu'il y en avait un sur l'euro-dollar aussi, ici, un plus petit. Mais ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Voilà, donc ici, ben, c'est très bien parce qu'il n'était pas tracé, je vais vous le tracer. Il est tracé sur mon graphique weekly. Voilà, ici. Alors, autre chose, regardez, là par exemple, c'est un cas typique. Là, ce qu'on est en train de voir ensemble, c'est la théorie. Dans la pratique, il va falloir que vous soyez capable à un moment, voilà, si je vous mets un graphique sous les yeux, il va falloir que vous soyez capable visuellement de retrouver ce genre de figure. Pour ça, il faut effectivement de la pratique, il faut de l'entraînement, il faut mettre justement ici, voilà, pour pouvoir voir ce biseau-là ici, bah, moi, je le vois tout de suite parce que j'ai l'habitude. Et je vois effectivement que, à l'issue d'une phase de hausse, la sortie du biseau ici a engendré une accélération baissière très importante. On reprend la présentation. Voilà, donc ici, vous avez le graphique figé qu'on vient de voir en dynamique avec le biseau, la phase qu'on appelle de distribution qui est typique d'une fin de biseau, de wedge, et puis ici la cassure du biseau avec l'accélération baissière derrière. On va voir maintenant les épaules tête-épaule. Alors, la plupart d'entre vous avaient, je pense, déjà entendu au moins parler de cette figure. On va voir de quoi il s'agit, comment l'appréhender, comment s'en servir, etc. Une chose assez pratique dans l'analyse technique, c'est que la plupart des figures, quasiment toutes les figures, ont des noms qui correspondent véritablement à l'aspect qu'elles vont avoir. Un triangle, bah, ça ressemble à un triangle. Un drapeau, ça ressemble à un drapeau. Une tasse avec anse, comme on l'appelle, bah, ça ressemble à une tasse. Et un diamant, comme on va le voir tout à l'heure, ça ressemble à un diamant. Donc là, on est sur l'épaule tête-épaule. Donc la figure en épaule tête-épaule, ou alors tête-épaule avec un S comme ça, est une figure de retournement majeure, l'une des plus connues des milieux de chartistes, mais peu fréquente également. C'est pas parce qu'elle est très connue que c'est la plus fréquente. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui me disent ah bah là j'ai une épaule tête-épaule. On en voit un peu partout, il faut faire attention parce que ça a quand même une définition assez précise de comment ça doit se dérouler. Justement, on va voir les règles qui vont délimiter ce type de figure. Donc, elle doit son nom à la forme particulière. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis un exemple ici de corps humain avec une épaule ici, donc un premier plus haut, une tête entre les deux, donc un plus haut au-dessus du premier plus haut, de la première épaule, et puis après, un plus haut qui va être plus bas et qui va matérialiser la seconde épaule. D'accord. Cette figure naît après une tendance haussière marquée
est formé d'une suite de trois sommets, comme on l'a vu, épaule, tête, épaule. Les plus bas atteints entre les sommets, ici, permettent donc de délimiter ce qu'on appelle la ligne de cou. Bon. Encore une fois, vous voyez, puisque c'est la ligne qui va passer par le cou ici. Maintenant, les trois règles importantes pour valider ce type de figure. Donc, les deux épaules doivent être d'amplitude similaire. Je vais vous montrer tout de suite après ce que ça veut dire. Il doit y avoir un équilibre entre la tête et les épaules en amplitude et en timing. Et enfin, une ligne de cou horizontale ou avec une pente modérée. On va regarder exactement ce que sont ces trois règles et après, je vais vous donner la petite astuce mnémotechnique pour vous en souvenir plus facilement. On va reprendre un tableau blanc et on va regarder ensemble les trois règles en question. Hop. Donc, première règle, les deux épaules d'amplitude similaire. Ça veut dire que là, ok, j'ai une épaule tête-épaule. Ok. Si j'avais eu ici quelque chose comme ça, voilà, bah là, j'aurais pas vraiment pu dire que j'ai une épaule tête-épaule parce que mes deux épaules ne sont pas d'amplitude similaire. D'accord? Alors, on dit bien similaire, ça ne veut pas dire exactement au même niveau, mais il faut qu'elles soient cohérentes l'une par rapport à l'autre. Deuxième règle, équilibre entre la tête et les épaules en amplitude et en timing. Ça veut dire quoi? Équilibre entre la tête et les épaules en amplitude, dans un premier temps. Eh bien, en amplitude, ça veut dire ça. Voilà. Donc, on va imaginer ici qu'on ait une première hausse. Après, on va avoir ici une première épaule. D'accord? Eh bien, un équilibre en amplitude, un équilibre en amplitude, ça veut dire que vous n'allez pas avoir ce genre de choses. D'accord? Là, vous avez vous n'avez pas un équilibre véritable entre vos deux épaules ici. Voilà, ici et là, et votre tête ici, qui est beaucoup trop importante. Enfin, en timing, donc on a bien un équilibre entre la tête et les épaules en amplitude et en timing. En timing, ça veut dire quoi? Ben, en timing, ça veut dire ça. Voilà, en timing, ça veut dire que vous pouvez pas avoir ça ici. Voilà, là, vous avez une épaule tête épaule, ok. Et après, votre marché, hop, qui va hésiter un petit peu ici, avant, hop, de venir faire une deuxième épaule. D'accord? Ça non plus, ça fonctionne pas. Ça ne veut pas dire évidemment que ça va pas forcément que le marché va pas se retourner, hein. Mais là ici, vous ne pouvez pas dire théoriquement que vous avez une épaule tête épaule. Donc on a vu la première règle, la deuxième règle, et maintenant la troisième règle, c'est quoi? C'est que vous allez avoir une ligne de cou horizontale ou avec une pente modérée. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, voilà, j'ai une ligne de cou qui peut être comme ça, j'ai une ligne de cou qui peut éventuellement être voilà, comme ça, allez maximum, mais vous n'allez pas avoir une ligne de cou comme ça. Ça veut dire que moi, ça m'arrive de voir des gens qui me disent, voilà, bon, ici c'est un peu exagéré, mais là, effectivement, évidemment, vous pouvez avoir une épaule tête-épaule avec une ligne de cou horizontale, d'accord? Vous pouvez avoir une épaule tête-épaule avec une ligne de cou légèrement, pardon, inclinée ici. En revanche, même si vous avez l'impression que c'est une figure qui ressemble, ok, ici, bah, même si ça peut ressembler et même si finalement ça peut se retourner vers le bas, jamais vous allez me parler d'une épaule tête-épaule avec une ligne de cou aussi pentue. Maintenant, moyen mnémotechnique, qui est un très bon moyen mnémotechnique pour se souvenir ou pour appliquer ces trois règles. Eh bien, en fait, ces trois règles sont en adéquation avec la morphologie du corps humain. D'accord? Lorsqu'on dit les épaules d'amplitude similaire, bah, vous vous doutez bien que vos deux épaules sont quasi identiques en termes d'amplitude. D'accord? Ensuite, épaules de même taille et équidistantes de la tête et un cou proportionné. Ça veut dire quoi? Bah, vos deux épaules, elles sont à l'égale distance de votre tête. Vous n'allez pas avoir sauf si vous êtes très déformé, vous n'allez pas avoir une épaule qui va se retrouver à 50 cm de votre tête et l'autre qui va se retrouver à 20 cm de votre tête. Euh, Ensuite, en amplitude, bah, la hauteur de votre tête par rapport à vos épaules, elle est modérée. Vous n'êtes pas une girafe. Donc, vous n'allez pas avoir une tête qui va beaucoup plus haut que vos épaules. D'accord? Et enfin, la ligne de cou. Donc, la ligne de cou, c'est simple. Il suffit de tracer une droite qui passe par vos deux épaules. Bah, vous verrez que cette droite, elle est quasiment parallèle au sol ou très légèrement inclinée, mais elle ne sera jamais complètement pentue.
Voilà. Donc ces trois règles-là peuvent être retenues à travers justement ce petit moyen mnémotechnique au cas où. Comment on tire profit d'une épaule tête épaule? Comment ça se passe dans la théorie et voir après dans la pratique? Donc, on, déjà, il faut réussir à identifier l'épaule tête épaule. Donc, évidemment, on peut commencer à identifier une épaule tête épaule à partir de quand? On peut commencer à identifier une épaule tête épaule à partir de la deuxième épaule. D'accord? Parce qu'avant cette deuxième épaule, vous êtes juste dans une tendance haussière. À partir du moment où vous commencez à voir la deuxième épaule, là, vous pouvez envisager d'être en présence de ce type de figure. À partir de là, vous allez tracer votre ligne de coup et c'est la cassure ici de votre ligne de coup qui va donc être censée valider la figure. D'accord? L'objectif théorique va être calculé en reportant l'amplitude qu'il y a entre la tête et la ligne de coup à la cassure ici de la ligne de coup pour obtenir un objectif théorique, bien sûr, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire objectif théorique, ou je dis parfois objectif minimal? Ça veut dire que c'est l'objectif qui est censé être atteint dans la théorie, mais ça ne veut pas dire, alors, il est censé être atteint, c'est rare quand même qu'on n'arrive pas jusqu'à cet objectif. En revanche, ou alors très proche. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on va forcément s'arrêter sur cet objectif. C'est pour ça qu'on dit objectif minimal de temps en temps, parce que c'est l'objectif qu'on doit atteindre en premier. Après, rien n'empêche d'aller plus bas. Bon, mais à la limite, on s'en fiche, parce que si ça va plus bas et que nous, on en a profité pour se positionner à la baisse, bon, on sera encore plus content. D'accord? Petite remarque, comme je vous l'ai dit, l'analyse technique étant en tout point symétrique, il existe la symétrie de l'épaule tête-épaule, sauf que comme le souci, c'est que ça représente un corps humain, on appelle ça l'épaule tête-épaule inversée, que vous notez aussi parfois comme ça, ETE avec un petit i. Bon, bah là, il faut imaginer un corps humain qui est en train de faire le pendu ou quelque chose comme ça, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Mise en pratique ici sur le CAC, voilà. Donc là, on est sur le CAC, qu'importe si on était en 2007, c'était justement lors de la crise du subprime. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une phase de hausse ici, importante, d'accord? Et on voit qu'après cette hausse, les cours n'arrivent plus ici à repartir vers le haut, à marquer de nouveaux plus hauts. Et ils commencent à nouveau à corriger ici. Donc, je vous l'ai dessiné ici, je vous l'ai indiqué. Vous aviez ici, donc ici une première épaule. Là, on pouvait envisager une deuxième épaule. Et puis, la cassure ici de la deuxième épaule, de la ligne de coup, pardon, a engendré l'accélération baissière qu'on a vue ici. Donc là, c'est un cas pratique qui est très parlant, en fait, parce qu'il est effectivement très propre, comme je dis. Vous avez bien une épaule ici, une épaule là et la tête ici. Vous avez la cassure ici de la ligne de coup. Vous avez à la cassure, comme très souvent dans toute configuration technique, les cassures sont très souvent faites avec une amplitude assez forte, soit comme ici avec des bougies très agressives, soit même parfois, comme il y en a eu juste après, avec des gaps. Donc très souvent, les sorties de figures chartistes se font de cette manière-là. Si vous avez ne serait-ce qu'une oblique, par exemple, de support qui tient pendant très longtemps, au moment où vous allez casser votre oblique de support, vous allez avoir de fortes chances d'avoir une accélération importante. L'objectif théorique, on a pris l'amplitude qu'il y a entre la tête ici, vous voyez, et ma ligne de coup, entre le sommet de la tête et la ligne de coup. On va la reporter à la cassure de la ligne de coup pour obtenir ici un objectif théorique. Vous voyez quand même que là, on est arrivé aller à peut-être une dizaine de points près sur l'objectif théorique qu'on voulait atteindre. Par la suite, on s'en souvient, puisque c'est la crise du subprime, les cours sont allés évidemment beaucoup plus bas. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu. Je vais revenir dessus puisqu'on a un peu de temps et qu'on est justement suffisamment peu nombreux. La raison pour laquelle je limite les places. Alors, JC, alors je sais pas, c'est Jean-Christophe, Jean-Claude, Jean-Charles, donc me demande si c'était pas plutôt un triangle sur le pétrole. On va faire un petit récap ici pour voir. Alors, je reviens donc sur mon pétrole et on regarde ici. D'accord? Donc, on me demande si c'est pas un triangle. Donc, j'entends tout à fait cette question et on va regarder ensemble pour voir pourquoi est-ce que ça ne serait pas un triangle. Dans un triangle, déjà, il faut être inscrit dans ce qu'on appelle une vague corrective. Donc les vagues correctives, en Elliott, c'est les vagues 2, 4 ou B. Or, ici, quelle que soit la façon dont on va regarder son graphique, on ne peut pas envisager d'être dans ce type de figure. Ensuite, il y a quelque chose de typique qui va vous permettre de... Mais j'apprécie la question parce qu'effectivement, sur cette figure-là, c'est plus ambigu que ce qu'on avait
sur le Nikkei, sur l'euro-dollar, parce que notre biseau, là, il est quasiment horizontal. Donc ça ressemble effectivement davantage à un triangle. En revanche, ce que j'ai indiqué ici dans cet ovale violet, c'est caractéristique des biseaux et ça n'arrivera jamais dans un triangle. Dans un triangle, vous avez une véritable alternance entre les hausses et les baisses, d'accord? Et ça, c'est très, très propre. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de quasiment inaltérable. Donc, vous avez ici, dans un triangle, vous avez vraiment une alternance et un équilibre A, B, C, D, E entre les phases de, le côté supérieur et le côté inférieur. Lorsque vous avez l'impression que ça ralentit, qu'il y a de la faiblesse, que vous êtes peut-être en fin de mouvement et que surtout ici, vous avez un nombre de tests de la borne de support de plus en plus important, là, vous vous dites, bah, les cours sont en train d'être étranglés. Et si j'avais voulu le tracer peut-être un peu mieux pour que ça ait un petit peu plus la forme de biseau, je l'aurais plutôt tracé comme ça, pour que ça soit un petit peu plus apparent encore que si je l'ai tracé ici. Bon, on reprend. Alors, euh, après l'épaule tête épaule, on va maintenant s'intéresser au double top, double bottom. Ça aussi, ça fait partie des figures de retournement qui sont en général assez connues, dont on a souvent entendu parler. Et on va voir bah, d'abord qu'est-ce qu'il en est dans la définition, dans la théorie, et comment s'en servir en pratique. Donc, un double top ou double bottom, ça va être donc une succession de deux sommets ou de deux creux de même amplitude. Ces deux figures prennent respectivement la forme d'un M lorsque vous êtes sur un double top et d'un W lorsqu'on est sur un double bottom, aux branches plus ou moins élargies, comme on va le voir après dans la pratique. Le fait de rebondir ou de buter deux fois sur un même niveau de prix témoigne d'une zone de support lorsqu'on rebondit ou de résistance lorsqu'on bute active. Donc, il va présager d'un retour imminent sur la ligne de coup. Et à la cassure de la ligne de coup, vous allez pouvoir valider le retournement de tendance. Il existe, petite remarque, une autre configuration avec trois tops ou trois creux successifs qu'on appellera le triple top ou triple bottom. C'est plus rare, d'accord? Mais il faut aussi le savoir parce que parfois, on est en présence d'un double bottom, on s'attend à ce qu'on reparte, on ne repart pas forcément, mais on marque un troisième bottom avant de repartir. Comment on va tirer profit d'un double top ou d'un double bottom? On va attendre la cassure de la ligne de coup qui va valider la figure chartiste en question. L'objectif de cours va se déterminer en reportant l'amplitude moyenne des deux rebonds au point de cassure de la ligne de coup. De toute façon, on va le voir dans quasiment, à part le wedge, le biseau, dans l'ensemble des autres figures qu'on va voir, en fait, on va reporter l'amplitude qu'on a entre le sommet, quand c'est un double top, la tête ou le point le plus haut quand on est dans un rounding et même dans un diamant. On va reporter cette amplitude à la cassure de la figure. D'accord? Les volumes sont généralement en diminution au sein de la figure et augmentent lors de la cassure. Généralement, attention. Le creux du W ou les sommets du M doivent avoir sensiblement la même durée et la même forme. Autrement dit, ici, d'accord, on a un marché en hausse qui trouve ici une première résistance. Il commence à corriger. Après cette première correction, il reprend un peu d'impulsion, sauf qu'il n'arrive pas à redépasser cette même résistance. Donc, il marque ici un double top. Il repart vers le bas. Et donc ici, vous avez matérialisé la ligne de coup. Donc la ligne de coup, en fait, elle est parallèle à la ligne qui passe par les deux tops. D'accord? Et donc, c'est une parallèle qui passe par les deux tops et qui passe par le point le plus bas entre les deux tops ici. Donc là, c'est la ligne de coup. À la cassure de la ligne de coup, vous allez avoir une accélération baissière et vous allez reporter l'amplitude qu'il y a entre la tête, pardon, entre les tops et la ligne de coup à la cassure de la ligne de coup. Ici, je vous ai indiqué le pullback. Le pullback, ça veut dire quoi? Bah, c'est les moments où, après la cassure, vous avez une tentative, on va dire, de retour à l'intérieur de la figure et vous échouez sur la ligne de coup en pullback et vous repartez vers le bas. Les pullbacks, c'est une confirmation vraiment très importante de ce type de figure et de toutes les figures en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, dans mon trading, à la cassure de la ligne de coup, bah, je me positionne à la baisse. Si en plus, je vois qu'il y a un pullback validé, et ben dans ce cas-là, je vais encore me renforcer parce qu'on va passer de 7 chances sur 10 dans le scénario à 9 chances sur 10 quasiment dans le scénario, voire davantage.
D'accord? Ici, donc, vous avez exactement la même chose sur le double bottom. D'accord? Donc, exactement la même chose dans l'autre sens. Comment on interprète les doubles tops et les doubles bottoms? Bon, là, on va regarder un peu rapidement, parce que ça encore, vous pourrez le relire tranquillement, puisque c'est pas, il n'y a pas de valeur ajoutée, en fait, à ce que je sois là pour ça, mais on va le regarder ensemble, au moins sur le double top, puisque sur le double bottom, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Donc, dans un premier temps, les cours vont aller chercher un point haut, premier top, dans des volumes assez fournis, parce que on est dans une forte tendance haussière et la confiance des investisseurs est toujours là. Et puis, on va s'arrêter sur une résistance. Bon, ça peut être un plus haut historique, ça peut être, je sais pas, un ratio de Fibonacci, ça peut être le haut d'un canal, etc. Et donc, on ne va pas réussir à aller au-dessus de ce point, de ce premier point. Une fois qu'on a atteint ce pic, certains investisseurs, alors on dit prix de vertige, ça veut dire en gros qu'après une très forte hausse, bah, parfois on est là, on se dit, oulala, ça monte quand même beaucoup, je vais peut-être faire attention, je vais peut-être commencer à prendre des bénéfices. D'accord? Donc, ils vont engendrer une première vague de baisse en prenant donc leurs bénéfices dans des volumes d'activité qui vont être plus modestes. Dans un second temps, les cours vont rebondir à nouveau dans des volumes moins importants cette fois et ne vont pas parvenir à faire mieux que le précédent sommet. Donc, ils vont échouer à retrouver des plus hauts et vont s'arrêter à nouveau sur le même sommet. Ce nouvel échec va susciter l'intérêt des vendeurs qui vont se dire, voilà, c'est là hein, le problème de la poule et de l'œuf. D'un seul coup, on avait vu ça pour ceux qui regardent la crypto un moment sur le Bitcoin en 2022. On est revenu sur le même point et tous les gens se sont dit, ah mince, on revient sur un point important. Ils commencent à s'alléger. Ils vont eux-mêmes créer la validation de la figure. Un éventuel rebond peut avoir lieu, qu'on appelle le pullback, vers la ligne de coût, mais tant que la valeur reste sous le support, le mouvement reste valide. Et le pullback confirme encore plus le retournement. Alors attendez, je fais une petite pause pour répondre à une question peut-être. On peut envisager un W relatif au moment de manger et donc pencher. Qu'en pensez-vous? Il me semble que ça amène la confusion. Oui, alors bon, là, on va pas. C'est pas que j'ai pas envie de répondre, hein, mais moi, déjà, je ne suis pas un spécialiste des bandes de Bollinger, même si je les connais évidemment. Et je m'intéresse vraiment à ce que j'apprends moi en chartisme. Là, la question que vous me posez, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la ligne de coup qui peut être très pentue. Voilà. Donc, on peut avoir quelque chose qui ressemble à une épaule tête épaule avec une ligne de coup très pentue qui va aussi engendrer un retournement de marché. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir peut-être des W qui vont être plus inclinés, mais pour moi, dans ce que je regarde moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envisager une configuration de retournement. Après, je vais vous le dire à la fin de la présentation, ça peut être très visuel, une figure de retournement. On va le voir et je vais vous montrer de quelle manière. Mise en pratique maintenant, ici, par exemple, sur AXA. Bon. Donc ici, on est sur AXA, on est en 91, hein, d'accord? C'est à très, très longtemps, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir de la mise en pratique, de la théorie qu'on a. Je vous en montrerai d'autres par la suite. Je pense qu'une fois qu'on aura fini la théorie, si on a le temps, s'il nous reste un peu de temps, on prendra le temps de regarder des graphiques au fur et à mesure. Je répondrai à vos questions et on regardera de la pratique, puisque c'est ce qu'il y a de plus important. Ici, mise en pratique sur le double bottom. Premier bottom ici en décembre de 91, d'accord? Tentative de retour de reprise haussière, échoué sur une première résistance. On corrige. Tant qu'on corrige un petit peu, on ne sait pas hein, si on a échoué. À partir du moment où on corrige et qu'on revient sur le même point, là, on sait qu'on a échoué à reprendre notre tendance haussière. On rebondit à nouveau sur un niveau qui se trouve quasiment identique au précédent. Là, on peut commencer à se dire, tiens, j'ai peut-être un double bottom. Je ne sais pas si vous voyez le W ici, tac, 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 mais je vous le montrerai quand on sera dans des cas pratiques. D'accord? Je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Non, je ne pense pas. Et puis après, on casse la ligne de coup ici. Et à partir du moment où on casse la ligne de coup, on voit bien l'accélération. On a reporté ici l'amplitude qu'il y a entre les deux bottoms et la ligne de coup, qu'on a reporté ici. Si on veut être très honnête, on n'est pas arrivé exactement sur notre objectif là, hein. On est arrivé juste un peu en dessous. Mais par la suite, on a quand même réussi à atteindre l'objectif ici et on s'y est même arrêté à plusieurs reprises. Autre chose de très importante ici, sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est qu'on voit qu'après l'accélération ici, lorsque les cours se sont mis à corriger, d'accord? Ils sont quand même venus buter ici en pullback sur ce qu'on appelle nous un overlap, c'est-à-dire sur une ancienne zone de résistance qui est devenue ici une zone de support.
Donc, avant de passer au rounding, on va regarder en dynamique ce qu'on avait là sur AXA. Et je pense qu'on avait aussi autre chose sur AXA. Peut-être qu'on en avait sur le Nikkei. Donc, voilà. Donc, évidemment, il y en a beaucoup, hein. Moi, je vous en montre quelques-uns parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder. Mais au fur et à mesure, quand on regardera des graphiques, voilà. Donc, ici, on a ce qu'on a vu sur AXA tout à l'heure. Voilà. Dans la pratique. Donc, vous aviez ce double bottom ici. D'accord? Voilà. On le voit là en dynamique. Mais pourquoi je vous ai mis AXA? Bon, ça, on l'a vu. Bah, parce qu'ici, regardez, on a autre chose ici. Si vous arrivez à le voir, on a quoi? Bah, ici, on a, c'est pas un double bottom que vous avez ici, c'est un triple bottom. D'accord? Vous avez ici un premier bottom, on est revenu à nouveau sur le même niveau et on est venu ici une troisième fois, d'accord, sur le même niveau. Donc ici, vous avez, on va les mettre comme ça, on verra, vos trois bottoms ici, d'accord, donc votre triple bottom. Vous avez donc votre ligne de coup qui, on va la mettre en bleu, est ici, d'accord. On voit qu'on a eu du mal à passer la ligne de coup, on a rebondi à plusieurs reprises dessus et après, on a marqué une accélération, d'accord, qui a validé l'objectif théorique que vous allez donc calculer en reportant l'amplitude ici entre les bottoms et la ligne de coup, que vous allez reporter ici, et vous voyez qu'on a atteint effectivement ces objectifs à partir de là. Voilà. Donc le triple bottom, triple top fonctionne de la même façon, sauf qu'au lieu d'avoir deux bottoms, vous en avez un troisième. Alors, comment identifier ça? Parce que là, je vous montre quelque chose de théorique qui est passé. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est pas de savoir indiquer des double tops, des roundings, des épaules tête-épaule sur vos graphiques passés. C'est de savoir comment les identifier au présent et comment vous en servir au présent. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que dans un premier temps, vous avez rebondi deux fois sur le même niveau. À partir de là, vous dites, bon, bah, tiens, c'est intéressant, je suis peut-être en présence d'un double bottom. Vous arrivez au niveau voilà, de votre plus haut qu'il y avait entre vos deux bottoms, ici. Sauf que vous voyez que vous n'arrivez pas à repasser au-dessus. Donc, vous n'avez pas encore franchi votre ligne de coup. Et vous repartez vers le bas. Ok, donc là, vous restez prudent. À partir de là, quand on est concrètement dans le marché à cette date-là, qu'est-ce qu'on identifie? On identifie juste ici une zone de support importante et ici une zone de résistance qui commence à être importante. Donc finalement, on identifie pour l'instant ce que nous on appellera une boîte, c'est-à-dire voilà, un mouvement de marché entre une borne de support et une borne de résistance horizontale. Et tant qu'on est à l'intérieur de ça, bon, on va faire attention. Rien n'empêche de ce qu'on appelle jouer la boîte. C'est comme dans un canal. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, lorsque vous avez commencé à repérer vos niveaux, dire bon, bah voilà, là j'ai rebondi ici, avec un peu de chance, je vais revenir au moins ici. Donc, hop, je peux me mettre à l'achat jusqu'ici. Si j'arrive à passer, bah, je peux conforter ma position, voire la renforcer. Si j'arrive pas à passer, bah, là, je me suis prudent et je m'allège. Ok, je prends des bénéfices ou même carrément, je revends ma position. Et puis quand je vois que je repars vraiment vers le bas, bah là, je peux à nouveau me dire, bon, bah, tiens, c'est intéressant, peut-être que je vais revenir sur ma borne inférieure, et de là à là, bah, il y a largement de quoi gagner, surtout si, comme moi, vous intervenez sur des produits à effet de levier qui, eux, peuvent prendre 50-60% sur des petits mouvements, des petites amplitudes. Voilà. On repart sur la présentation, et maintenant, on va s'attarder au rounding, donc ce qu'on appelle rounding top, rounding bottom. Donc, le rounding top, rounding bottom, c'est une configuration de sommet, d'accord, ou de creux. Rounding top, sommet, rounding bottom, creux. La figure va prendre la forme d'un U, cette fois, inversé, d'accord, ou d'un U. Donc, ça va être un U inversé si vous êtes sur un rounding top, ça va être un U si vous êtes sur un rounding bottom, d'accord. Ça traduit l'indécision des intervenants et un changement progressif de consensus qui va remettre en cause la force des acheteurs si vous êtes sur un rounding top ou des vendeurs si vous êtes en rounding bottom, ok, qui était pourtant bien présent lors de la première partie du top, qui est donc la face ascendante. Le dôme, lorsque vous êtes vers le haut, ou le creux, lorsque vous êtes vers le bas, est considéré comme une zone de distribution ou d'accumulation. Donc, distribution, c'est quand on commence à vendre petit à petit ses positions et prendre ses bénéfices, ou d'accumulation, c'est au contraire quand on commence à acheter de plus en plus euh, euh, avant de effectivement faire inverser la tendance. Une fois la configuration confirmée, il est possible de déterminer un objectif de cours, encore une fois, de la même manière, en reportant la hauteur du rounding top ou du rounding bottom au point de rupture de la configuration, qu'on appellera la ligne de coût. Mise en pratique, ici,
sur Pernod Ricard. On voit ici le momentum haussier. On a même identifié, si on veut, en plus une oblique de support. Ok. Et on voit ici, dans notre ovale vert, que bah, le momentum haussier commence à faiblir. D'accord? On voit bien qu'ici, que les plus hauts sont de moins en moins hauts et qui commencent même à s'inverser. Donc pourquoi ça s'appelle un rounding? Je vous l'ai indiqué ici avec la petite arc de cercle vert, parce que finalement, ça forme rounding, c'est-à-dire un arrondi. D'accord? Donc le rounding top, c'est une figure de top en arrondi. Ça peut ressembler à une épaule tête-épaule, sauf que là, on voit bien que il n'y a pas un équilibre entre l'amplitude de la tête et des épaules. La tête est beaucoup trop basse, d'accord? Ça pourrait parfois avoir l'apparence d'un éventuel double top, sauf que là, on a plutôt un seul top au milieu, plutôt qu'avoir deux tops. Bon. Mais, toute chose égale par ailleurs, ça reste une figure de retournement. Et je vous le montrerai avec ma petite astuce tout à l'heure, ce qui va vous permettre, vous, d'identifier des retournements sans forcément être capable de dire si c'est une épaule tête-épaule, etc. La ligne de coup se situe ici, vous voyez, sur les points bas qu'il y a entre les tops et les creux ici. Et la cassure de la ligne de coup, ici, engendre la validation de la figure. Une fois que la ligne de coup est cassée, je prends l'amplitude qu'il y a entre mon sommet et ma ligne de coup que je reporte ici. Là, vous avez un cas d'école, d'accord? Bon, un vrai cas d'école. Pourquoi? Parce qu'on a atteint l'objectif ici de façon très scrupuleuse, mais en plus de ça, on a eu droit au pullback. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cassé la ligne de coup au départ, on a fait un premier rebond, tentative de revenir, mais la ligne de coup a tenu. On est reparti vers le bas. Donc, comment on profite de ce genre d'analyse? À la cassure ici de la ligne de coup, on se positionne à la baisse. On n'a pas peur quand on repart vers le haut parce qu'on a confiance dans notre analyse. Et quand bien même on aura tort, il faut respecter son plan de trading. Donc le plan de trading, c'est je prends ma position baissière tant que je ne reviens pas au-dessus de ma ligne de coup, même si je peux à nouveau être, je sais pas, aller ce qu'on appelle la break-even ou même, c'est-à-dire à peu près revenir dans mon prix d'achat, ou même un peu moins, je ne panique pas. En revanche, si je passe ma ligne de coup, là, je panique entre guillemets et je respecte mon plan de trading, je m'en vais. Mais si on voit que le pullback tient, non seulement on panique pas, mais à partir du moment où le pullback tient et qu'on repart vers le bas, on peut carrément se renforcer parce qu'on a encore plus de probabilité que notre scénario se réalise. D'accord? Donc ici, on a bien vu le rounding top avec la cassure ici et par la suite l'accélération vers le bas. Alors, je vais continuer jusqu'au diamant, comme ça on aura terminé. Et après, on va pouvoir s'attarder à la pratique et je vais vous donner des exemples, etc. Donc, le diamant. Donc le diamant, c'est une figure complexe, d'accord, qui est plus complexe, qui va être formée par la juxtaposition d'une figure d'élargissement et d'une figure de convergence symétrique. Donc ça veut dire quoi, ce jargon? Ça veut dire que vous voyez ici, voilà, vous avez deux figures convergentes, d'accord? Donc ici, vous voyez ces deux droites-là qui commencent à s'écarter, qui forment la moitié du diamant, et après, ces mêmes deux droites-là vont se refermer, d'accord, pour constituer la deuxième partie du diamant. Donc visuellement, cette figure s'apparente à un losange allongé, le plus souvent aplati sur sa diagonale horizontale. Okay, donc ça peut ressembler un peu à un losange aussi allongé, mais ça respecte la plupart du temps la forme d'un diamant. La forme d'un diamant, c'est quoi? C'est que, vous le savez, d'accord? Enfin, vous le savez, oui, vous êtes censé le savoir. Le bas d'un diamant ici, d'accord? Il est plus pointu que le haut du diamant là. Donc, ça veut dire que les deux parties hautes du diamant lorsque vous êtes dans un retournement haussier ou les parties basses du diamant si vous êtes dans un retournement baissier vont être ici moins écartées que ce que vous avez là. D'accord? Donc l'amplitude va être moindre. Donc ça va bien faire quatre lignes de tendance, une, deux, trois, quatre, qui doivent être impactées à plusieurs reprises afin de valider une telle configuration. Le diamant est bien une figure de retournement qui se forme aussi bien sur les sommets que sur les creux. OK? Mise en pratique et aussi petite astuce, parce que là encore, je vous donnerai après des, euh, des exemples de différences entre chacune des figures, comment les différencier, sachant encore une fois que ce qui va être le plus important, ça va être euh, d'envisager justement le retournement. Le plus important, c'est pas de se dire ah j'ai un diamant, d'accord? Le plus important, c'est de se dire ah j'ai quelque chose qui m'indique un retournement. Nous, après, on va effectivement dans la théorie essayer de regarder au mieux parce que c'est ce qui va nous servir après dans la pratique. Donc ici,
on a un exemple encore très propre de diamant sur BNP Paribas. Où est-ce qu'on le voit? Bah, là, on voit qu'on a une impulsion haussière. On voit ici que l'impulsion commence à faiblir, vous voyez, sur cette première oblique ici de résistance. On marque un plus haut ici, et puis là, bah, on voit que le momentum, non seulement il a du mal à continuer, mais en plus, là, maintenant, on a l'impression, enfin, on n'a pas l'impression, on repart plutôt dans l'autre sens. Les plus hauts qui étaient de plus en plus hauts ici, bah, ils sont de moins en moins hauts à partir de là. Inversement, et fin de la théorie de dos. OK? Cassure ici du triangle, pullback en plus sur le triangle, du triangle, pardon, du diamant, pullback sur le diamant, donc renforcement de la conviction dans votre scénario, objectif minimal atteint, donc l'objectif c'est la largeur du diamant reportée à la cassure du diamant, d'accord? Objectif minimal atteint ici, et on est même allé plus bas par la suite. Bon, tant mieux à la limite. Qu'est-ce qui différencie un petit peu le diamant, par exemple, d'une épaule tête-épaule ou éventuellement d'un rounding? Parce que ici, effectivement, la tête serait un peu trop basse par rapport aux épaules. Ce qui différencie cette figure, c'est que dans un diamant, contrairement aux autres figures, vous n'avez pas de ligne de coup. Parce que ici, vous allez avoir des plus bas de plus en plus importants, d'accord? Et là, des plus bas de moins en moins importants. Donc, ça doit respecter assez scrupuleusement la configuration en forme de diamant. Mais même si ça n'est pas la même chose en termes de nomenclature. Vous allez avoir exactement la même répercussion dans la réalisation de la figure, c'est-à-dire un retournement, ici pour le coup baissier, parce qu'on est rentré dans le diamant à la hausse. OK? Voilà. Alors, conclusion, après, je vais vous montrer, je vais d'abord vous montrer un diamant en dynamique, et après, on va regarder la conclusion, et après, on va s'amuser à faire un peu de pratique, et je vais répondre à vos questions. Donc, on a vu le diamant sur BNP. Maintenant, cas pratique, on va regarder, je vais vous mettre un autre graphique et on va pas tricher parce que si je vous montre tout de suite, voilà. Alors, attendez que je vérifie juste rapidement, sans tricherie, à peu près à quelle date on était. Voilà, comme ça, vous voyez rien et vous ne pourrez pas tricher. OK, donc on était là en septembre 2015. Très bien, allons-y. Donc, on va revenir ici. Voilà. Et là, je vais vous mettre un graphique sous les yeux. Si l'un d'entre vous arrive à avoir un diamant, bah, chapeau, c'est très bien. Et il va falloir essayer de me dire où est-ce que vous le voyez. Bon, évidemment, je vais arranger un peu le graphique pour que ça soit plus clair. Voilà. Voilà. Là, on est commencé à être pas mal. Alors, est-ce que l'un d'entre vous arrivera à avoir un diamant? Alors là où je vous aide, c'est que je suis en train de zoomer de plus en plus. Donc, vous doutez bien que ça va être quelque part sur le graphique ici. Alors, ça ressemble au diamant qu'on avait tout à l'heure donc sur BNP. Alors, hop, voilà. Donc, où est-ce qu'on est en place d'un diamant ici? Bon, regardez ce qu'on avait ici sur BNP. Voilà. Donc là, on est sur BNP. Là, maintenant, je vous ai mis Société Générale, comme par hasard. Et qu'est-ce qu'on voit ici sur Société Générale? Bah, regardez ce qu'on a ici. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, voilà. Yves m'a dit juillet 2015, donc on y est, c'est à peu près ici. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a de la même façon qu'on avait sur BNP. Ici, on a un diamant. OK. Bon, si j'avais voulu le tracer un peu plus proprement, je l'aurais tracé plus proprement. Bon, c'est plus compliqué à tracer les diamants parce qu'il faut bien faire les jointures là et là. Voilà. Ici, voilà. Donc là, il est plus proprement tracé. Donc, on a bien une phase de hausse avant l'entrée dans le diamant. On a bien ici des plus bas, de plus en plus bas, et des plus bas de moins en moins bas, qui délimitent justement la partie inférieure du diamant, qui viennent différencier cette figure d'une éventuelle épaule tête-épaule ou d'un rounding ici. D'accord? Et puis là, on a bien la cassure du diamant. Donc, on va reporter l'amplitude qu'on a du diamant ici à la cassure ici. D'accord? Et on voit bien que notre objectif minimal a été atteint, exactement comme sur BNP, avant même d'aller encore plus bas. Alors, petite conclusion, et après, cas pratique. Alors, les figures de retournement donc, ne sont pas si difficiles. Bon, peut-être que j'exagère un peu. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude à un minimum de faire de l'analyse technique, effectivement, c'est pas extrêmement difficile à repérer, ni même à analyser. Contrairement aux consolidations complexes. C'est quoi des consolidations complexes? Bah, parfois, vous allez vous retrouver dans une phase de marché qui va
être dans une phase de consolidation, d'accord? C'est-à-dire qu'il va ne pas continuer sa tendance, il ne va pas inverser la tendance non plus, donc il va être en train de tergiverser. Avec un peu de chance, il va tergiverser sous une forme de figure chartiste traditionnelle, figure de continuation, figure de retournement. Et puis parfois, il va tergiverser et ça va ressembler à rien, tout simplement. Ensuite, toute tendance ne va donc pas forcément bénéficier d'un format de figure de retournement traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des marchés qui vont se retourner, mais vous n'allez pas être capable d'envisager aucune une figure de retournement quelconque. Le marché s'est retourné, ouais, il s'est retourné, mais c'est pas une hypothèse de Wall, non, c'est pas un double top, non, c'est pas un rounding, non, c'est pas un diamant, non. Bon, mais ça s'est quand même retourné. Donc, il va falloir apprendre à déceler ce genre de figure dans un premier temps, puis après, à en tirer profit. Donc, c'est-à-dire que d'abord, je dois la repérer, puis une fois que je l'ai repérée, il faut savoir comment, justement, je m'en sers. Rupture de la ligne de coup. OK, rupture de la ligne de coup, je me positionne. À la baisse, si c'est un retournement baissier. Si vous êtes comme moi sur des produits optionnels, dérivés, etc., vous pouvez prendre un put, par exemple, un short. Bon. Après, pullback, si le pullback tient, je renforce ma position. Ok, je me souviens que Daguerre, il m'a dit que la probabilité allait augmenter, etc. Si en revanche le pullback craque et ne tient pas, là, je sors de ma ligne, je prends ma perte et je m'en vais. Bon, ne pas oublier que le plus difficile dans le trading, c'est de savoir couper ses pertes. Voilà. Une fois que vous avez assimilé tous ces éléments, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'efficacité de ces méthodes-là, notamment pour les détections d'inversion de tendance qui peuvent s'avérer effectivement très profitables. Voilà. Alors, petite chose, avant de passer maintenant à la phase question, au cas pratique, c'est bien, on a mis une petite heure. Je vous ai dit que je vous libérais vers 20 heures. Bon, là, ça va le faire. Je vais vous envoyer avec la présentation, je ne l'ai pas mise ici, une proposition pour le coup d'offres promotionnelles pour ceux qui voudraient, qui n'y sont pas, rejoindre mon service de conseil. Et là, en guise j'allais dire, parce que vous avez assisté au webinaire, vous avez droit à une remise exceptionnelle, encore une fois, de 50% sur nos abonnements annuels. Je vous enverrai en même temps que la présentation toutes les infos et tous les détails pour ça. Maintenant, on va faire du cas pratique. Je vais quand même regarder, parce que je ne suis pas sûr, s'il n'y a pas quelques figures déjà que j'ai de prête quelque part. Euh, voilà, donc on doit en avoir quelques-unes ici. Voilà, donc là, je vais vous montrer ça d'abord. Donc des cas pratiques. Donc ici, on est sur le. Vous voyez, en fait, il y a autre chose qui est quand même euh, j'allais dire, qui est assez pratique en analyse technique. C'est que pour faire de l'analyse technique, vous avez besoin d'un graphique. Voilà. Donc, les seules choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire d'analyse technique, c'est les introductions en bourse, les sous-jacents qui codent depuis trop peu de temps, parce que vous n'avez pas assez d'historique. À partir du moment où vous avez de l'historique, vous pouvez faire de l'analyse technique sur une paire de forex comme ici, sur une matière première, comme on l'a vu sur le pétrole, sur un indice, comme on l'a vu sur le CAC, sur une action, comme on l'a vu sur BNP, etc. D'accord? Donc là, on est notamment sur une paire de forex, donc GBP-USD, donc la livre anglaise face au dollar américain. Et ici, vous voyez, à la fin d'octobre 2007, ici, vous voyez ce biseau de retournement. Hein. Vous voyez que les cours, là, à l'intérieur du biseau, ont manqué de momentum. On le voit. On voit bien que les plus hauts à l'intérieur du biseau sont de moins en moins marqués. On voit que la borne de support est beaucoup plus souvent testée que la borne de résistance. Et on voit ici, à la cassure du biseau, qu'on a eu une accélération baissière très importante. D'accord? Premier objectif ici de cassure du biseau atteint. Après, on a ce qu'on appelle, nous, l'implication. L'implication, c'est qu'à partir du moment où on enfonce, ça peut marcher aussi sur les épaules tête-épaule. À partir du moment où on enfonce notre premier objectif, on peut éventuellement reporter ce qu'on appelle l'implication, la même amplitude qu'on avait ici, pour obtenir un autre objectif ici. D'accord? Bon, là, on va passer parce qu'il y a beaucoup d'autres choses techniques qui sont intéressantes là sur cette figure. On a des overlaps, on a une oblique ici de résistance qui est quand même très propre. On a ici quelque chose. Alors, là, c'est pas du tout ce qu'on appelle un double automne. Hein. Il ne faut pas exagérer. Mais il y a autre chose qui était intéressant techniquement pour nous. C'est que je me souviens très bien en octobre 2022, donc maintenant ça fait un moment, mais je me souviens que tout le monde était en train de dire oh là là, la paire GBP-USD revient sur son plus bas historique. Hein. Et regardez, c'est quand même assez fort.
le plus bas historique qui était en 2000, en 1985. En 1985, donc il y a quasiment 40 ans après, eh ben, on a rebondi exactement sur le même niveau. Et je peux vous dire que si on regarde le graphique aujourd'hui, parce que là, on est en 2024, ben, on est encore bien loin de ce point bas. Alors voilà, après, vous aviez le Nikkei, mais on l'a déjà vu. On va regarder maintenant. Alors, des diamants, je pense qu'on les a vus. Ah, bah non, il y a un troisième diamant qu'on n'a pas vu. Donc, je vous remonte les diamants qu'on a vus. Ah, bah non, celui-là, on ne l'avait pas vu. Donc là, on est sur AXA. OK. De la même façon, on voit, après, ici, une phase de hausse importante. On a marqué un plus haut ici. Alors, pourquoi on a un diamant? Attention, là, il y a quelque chose d'intéressant. On a observé, nous, qu'on avait un diamant ici. Et que à la cassure du diamant là, évidemment, le diamant, on l'a pas observé avant d'arriver au moins ici, hein, d'accord? Au moins au mois d'octobre-novembre, où on a commencé à pouvoir envisager ce genre de figure. Pour autant, ceux qui arrivent à le voir ici, on pouvait très bien avoir d'abord à l'intérieur de cette partie-là un wedge, donc un biseau de retournement. Vous voyez ici que les cours auraient testé à de nombreuses reprises la borne inférieure du biseau. Si vous n'arrivez pas à voir ce que je vous dis, vous me dites, hein. À la limite, je vais peut-être le faire comme ça. Voilà, ça sera plus pratique pour tout le monde. Voilà. Donc ici, voilà, voilà, le biseau aurait été ici. D'accord? Effectivement, c'était un biseau. Effectivement, on a cassé le biseau, on a bien accéléré vers le bas. On a atteint l'objectif du biseau à peu près ici. Très bien. Donc, dans un premier temps, on se serait dit, bah tiens, j'avais un biseau, j'ai joué mon biseau de retournement, je suis arrivé sur mon objectif théorique. Bon, là, je vois que ça rebondit. Merci, au revoir. Et puis là, on voit que les cons n'arrivent pas à accélérer à nouveau. Et quand ils redessinent ça entre ces deux bords-là et qu'ils cassent ici, bah là, après le biseau qu'on avait identifié une première fois, bah là, on a pu identifier par la suite un diamant, cassure du diamant ici, report de l'amplitude du diamant à la cassure du diamant, objectif atteint là, en mars 2021, à très peu de choses près. OK? Donc, après ce diamant, on avait celui de BNP qu'on a déjà vu ensemble. D'accord? Et après celui de BNP, on en a un autre ici sur le gaz naturel. D'accord? On voit là très bien que les cours sont venus s'enfermer encore à l'intérieur de ce qu'on appelle un diamant. Alors pourquoi un diamant? Encore une fois, parce qu'on n'a pas de ligne de coup ici. Et à la cassure ici de notre diamant, on a reporté l'amplitude pour atteindre un objectif minimal qui a été atteint avant d'aller encore un peu plus bas. D'accord? En même temps, encore une fois, on a d'autres choses intéressantes à voir ici sur le gaz naturel. On a notamment une borne de polarité. Et de la même manière, vous auriez pu, avant d'envisager le diamant, exactement comme on l'avait tout à l'heure, on aurait pu envisager quoi? Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que on peut enchaîner une configuration après l'autre. Voilà. Donc ici, on aurait très bien pu avoir, avant le diamant, ici, notre biseau de retournement. Cassure du biseau là, d'accord? Finalement, la cassure du biseau va délimiter l'amplitude du diamant quelque part. Exactement comme on l'avait tout à l'heure, on voit que les cours n'arrivent pas, après l'objectif de notre biseau ici, à repartir vers le haut. On voit qu'il tergiverse beaucoup, et on voit que là, il cède vers le bas. Et à partir d'ici, on est passé après avoir joué la cassure du biseau avec l'objectif ici, on casse le diamant ici, et on a cette fois un autre objectif qui va être donné ici, en reportant la largeur du diamant. Donc, à deux reprises, vous avez pu jouer d'abord la rupture d'un biseau, et après la rupture d'un diamant. Alors, ensuite, toujours pour la mise en pratique, on a double top, double bottom. Bon, bah là, pour le coup, on a juste celui sur AXA. On en verra d'autres tout à l'heure, peut-être, quand on va regarder les graphiques ensemble. Là, on a l'épaule tête-épaule sur le CAC. Et peut-être qu'on avait un autre ending. Ouais, voilà. On avait un autre ending ici. Voilà, encore sur une paire de devises. Donc, GBP SEC. Alors, le SEC, c'est la couronne suédoise, pour ceux qui ne savent pas. Qu'importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est le graphique. Et on voit ici, effectivement, qu'à l'issue d'une phase d'hausse importante, les cours commencent à faiblir un petit peu. On voit que là, on a cette forme d'arrondi, d'accord? L'ovale que vous avez ici. Donc cet arrondi-là qui, effectivement, délimite ce qu'on appelle le rounding, puisque rounding, ça veut dire arrondi. Et puis finalement, à la cassure de votre ligne de coup, là,
avec en plus un petit pullback ici, qui a conforté encore plus votre sentiment de retournement. Vous reportez l'amplitude de votre rounding à la cassure de la ligne de coup et vous obtenez un objectif qui a été atteint à peu près ici, l'objectif minimal. D'accord? Donc là, encore une fois, un cas d'école avec après l'exemple sur Pernod qu'on a déjà vu dans la présentation. Alors, bah, il y a quelqu'un qui nous suit sur son portable. Je suis désolé, mais c'est vrai que moi, là, j'y peux rien. Je peux pas faire autrement que ce que je fais là pour l'instant. Je suis désolé. Mais encore une fois, bah, il y aura soit le replay, soit la présentation que vous avez entre les mains. Mais là, j'ai mon écran, il est au max là, hein. Je peux pas faire plus que ça. Alors, maintenant, oui, maintenant, voilà ce que je voulais faire. Je voulais vous montrer. C'est pas, je vais pas dire que c'est une astuce, c'est plutôt une remarque, c'est quelque chose qui va parfois pouvoir vous aider un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer la chose suivante. Gardez bien ça en tête. Parfois, vous allez regarder des graphiques et vous allez commencer à voir quelque chose qui, dans votre tête, vous dit, je sais pas, j'ai l'impression que ça commence à ressembler à du retournement. D'accord? Bah, je vais vous donner une petite astuce. Pensez à l'arrondi. En dehors du biseau, mais on l'a vu, un biseau peut s'inscrire à l'intérieur d'un diamant, etc. Donc, en dehors du biseau, la plupart des figures de retournement vont. Ok, je sais pas ce qui se passe, j'ai ma souris qui a quelques chaleurs. Voilà, donc je vais vous montrer comme ça. Voilà, là, je vous ai tracé un arrondi. Ok, tout le monde le voit, cet arrondi. Je vais peut-être le faire un petit peu plus accentué là. Voilà, ok. Voilà. Donc là, j'ai un arrondi. Que vous soyez après, par exemple, sur une épaule tête-épaule. D'accord? Bon, j'exagère un peu le tout comme ça. Ok, voilà. Tac, tac. Que vous soyez sur un rounding. Alors, rounding, ça va faire plutôt ça. OK? Tac, tac. Que vous soyez sur un diamant. Un diamant, vous allez avoir pareil des trucs comme ça. Pardon, hein, ça fait un peu fouillé, mais c'est pas grave. Hein. Ah, sauf qu'après, le diamant, bah, vous allez avoir des plus bas qui vont venir comme ça, qu'importe. Bon. Et que vous soyez même sur un ici. Alors attendez, là, pour le coup, ça fait quand même beaucoup. Voilà, on va reprendre. Même que vous soyez même sur un, voilà, sur un double top, par exemple. OK, comme ça. Donc là, ce que je vous ai montré là, c'est que dès que vous allez voir des sommets qui vont commencer à avoir un peu cette, cette configuration un peu arrondie comme ça, hein. En gros, des sommets qui sont peut-être de moins en moins importants, des plus hauts qui deviennent après des plus bas. Là, tout de suite, vous devez avoir le réflexe de vous dire, ah, tiens, ça fait un petit tilt, et je me dis, ah, bah, peut-être que là, je suis en face d'une figure de retournement. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est surtout ça qu'il faut apprendre à repérer plus que de vous dire, ah bah là, c'est une épaule d'épaule, là, c'est ceci, là, c'est cela. D'accord? Il faut déjà commencer. Moi, ce qui m'arrive très souvent, quand je regarde un graphique, bon, bah après 25 ans d'expérience, c'est plus facile, c'est très vite de réussir à voir où j'en suis dans la tendance. Est-ce que je suis dans une phase de temporisation? Si oui, qu'est-ce que peut être cette phase de temporisation, etc., etc. Je pense qu'on avait aussi ici, attendez, je crois qu'on avait un rounding, mais cette fois un rounding bottom, intéressant à voir, il me semble, sur Alstom de mémoire. Après, autre chose, on peut en profiter tant qu'il reste un quart d'heure, 20 minutes, c'est si vous avez, vous, des sous-jacents que vous voudrez qu'on regarde, bah, parce que ça vous intéresse, parce que les avez peut-être en portefeuille, etc., bah, n'hésitez pas à me le dire et on peut regarder. Oui, alors Jacques me demande de regarder Technip Énergie, je vais le regarder. Je vais d'abord essayer de voir si j'ai pas le rounding bottom sur Alstom quelque part. Voilà, regardez ce qu'on a ici. OK? Donc là encore, c'est assez intéressant. Bon, vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est que on va se mettre là dans le dur. Ce qu'on appelle dans le dur, c'est-à-dire que là, il n'y a rien de tracé sur mon graphe. D'accord? OK? Sauf que qu'est-ce que j'ai ici? Je ne sais pas si vous auriez réussi à le voir, mais là, on voit quand même que j'ai quelque chose ici, voilà, qui ressemble carrément à un rounding, sauf que cette fois, c'est pas un rounding top, c'est un rounding bottom. C'est-à-dire que on voit que là, après une phase de baisse importante, d'accord, avec ici un gap énorme qui était dû à une annonce
un profit warning sur la trésorerie, bon, qu'importe, mais on voit ici que voilà, les plus bas bah, sont de moins en moins importants, de moins en moins amples aussi, et que là, paf, ben, on commence à faire des plus bas de plus en plus haut. D'accord. Et paf, après, accélération haussière. Donc là, on a bien eu une figure de retournement. C'est intéressant aussi de voir que la figure de retournement peut fonctionner dans l'autre sens aussi, parce que parfois, visuellement, on a plus de mal. Ok. La ligne de coût, la distance entre le plus gros bottom et la ligne de coût, ici, tac, et l'objectif théorique à atteindre à la cassure, ici, de la ligne de coût. D'accord? Alors, je vais regarder Technip Énergie pour faire plaisir à Jacques. Je ne sais pas ce que vous voulez voir sur cette valeur, si vous voulez voir quelque chose ou si vous voulez qu'on regarde pour voir si on peut voir quelque chose. Alors, je vous avoue que Technip Énergie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Ok, donc là, je suis sur Technip Énergie. Alors, est-ce qu'il y a une question particulière par rapport à ça? Parce que là, pour le coup, j'ai pas vraiment de grand-chose à vous mettre sous la dent en termes de figure de retournement, bien sûr. Parce que là, on est dans une tendance haussière. Depuis le démarrage des cours, on n'a pas eu de retournement encore, puisqu'on n'est que dans une tendance haussière. Donc ici, sur cette valeur-là, avec la présentation d'aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas grand-chose à dire. Après, je pourrais vous dire un tas de choses qui n'ont rien à voir avec qui ont rien à voir avec des figures de retournement, mais pour le coup, ici, on a rien à se mettre sous la dent par rapport à ce qu'on a vu ensemble. N'hésitez pas, hein, si vous avez des graphiques que vous voudrez qu'on regarde. Moi, je vais regarder en même temps, un peu en même temps que vous aussi pour voir si j'ai pas d'autres choses à vous montrer. Voilà. Bah, ici, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? Bah, là, on avait une forme d'épaule tête-épaule. Je pense que c'est celle qu'on a vue peut-être dans la théorie, je suis pas sûr. Mais attention, parce que là, c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où bah, ce qui compte pour vous, c'est d'avoir raison sur le retournement. Parce que ici, sur le CAC, on pourrait croire une épaule tête-épaule, mais d'autres pourraient aussi voir, peut-être de façon un petit peu plus légitime, un diamant. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on n'a pas une véritable ligne de coup. Mais, encore une fois, je vais dire qu'importe. Parce que ce soit l'un ou l'autre, bah, vous aurez eu raison dans votre scénario. Et c'est ça qui compte au final. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de vous dire, bon, ah oui, mais non, t'as tort, c'est pas un diamant, c'est une épaule tête épaule. Ok, bon. Si, à la limite, un diamant aurait donné un scénario haussier et une épaule tête épaule aurait donné un scénario baissier, là oui, je suis tout à fait d'accord pour qu'on se batte à savoir si c'est l'un ou l'autre. Mais si de toute façon les deux vont vous donner un scénario baissier, ce qui compte pour vous, c'est d'avoir ce scénario. D'accord? Donc là, effectivement, on a bien ce cas de figure-là où, après un mouvement haussier, vous avez un retournement baissier qui peut être matérialisé à la fois par un diamant ou par une épaule tête-épaule en fonction de la façon dont vous allez vous-même vous approprier le graphique. D'accord? Bah, ici, qu'est-ce qu'on a là? On le voit de façon un petit peu moins peut-être évidente, mais on en avait un, je pense. Bon, là, c'est le Covid, hein, en l'occurrence. Pardon. Alors, ici, à la fin, justement, pardon, du subprime, on a ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir, là, pour le coup, on avait bien l'épaule tête-épaule, hein. D'accord? Ici, là, vous voyez là, je vais grossir encore un peu, pour ceux qui ne voient pas bien. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'accord? Ensemble, dans la présentation, ici, ouais, votre ligne de cou là, tac, épaule, tête, épaule là, cassure ici, report de l'amplitude, et on voit qu'on est arrivé largement sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens, dans ce qu'on a vu là, voilà, qu'est-ce qu'on a ici, en revanche, à la fin des années 2000, donc là, c'était l'explosion de la bulle Internet, etc. Qu'est-ce qu'on a eu en fin de mouvement sur le CAC ici? Est-ce que quelqu'un veut me marquer? Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, ah oui, ok. Euh, ici, on a un biseau de retournement qui est là, très exactement. Voilà, ok. Voilà, donc là, on le voit bien, le biseau. Ah, c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. Non, mais une fois qu'il est tracé, là, tout le monde se dit, ah oui, oui, effectivement. Bon, alors le but, c'est de réussir à visuellement repérer ce genre de figure. Cassure ici du biseau, accélération baissière, etc., etc. Bon, par la suite, on sait très bien ce qu'a donné le crack des années 2000. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez regarder?
Alors Safia me demande le time frame. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors moi, personnellement, comme je suis sur des produits dérivés avec un effet de levier, donc des produits très volatiles, je suis sur du court terme. C'est-à-dire que je fais du swing trading. Mes positions sur ces produits vont durer parfois, rarement, mais ça arrive une journée. Et puis après, en général, c'est entre 2 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Bon. Alors pour répondre à ta question, la réponse est la suivante. En fonction déjà de l'unité de temps qui vous intéresse, vous, si je suis un day trader, bah, je vais regarder des graphiques en 5 minutes, en 2 minutes, voilà. Si je fais vraiment du daily, du swing court terme, bah, je vais regarder des graphiques daily, 4 heures, etc. Maintenant, et puis si je suis un investisseur de long terme qui veut gérer, je sais pas, un fonds, un PEA, machin, là, je vais regarder des graphiques en weekly, voire parfois en monthly, etc. En revanche, et ça, tous les analystes techniques vous le diront, toujours faire attention au time frame d'unité supérieure. Si par exemple, votre time frame, j'allais dire quotidien, c'est de regarder du daily. OK? Toujours penser de temps en temps à regarder le weekly. Pourquoi? Bah, parce que parfois, on a un peu la tête dans le guidon. D'abord parce qu'on peut conforter son avis sur une unité de temps par une unité de temps supérieure. Parce que parfois, par exemple, vous allez être en daily et je ne sais pas, vous regardez le RSI, puis là, vous dites, bon, bah, le RSI, ça va, il est bien orienté. Et pas, vous passez en weekly, et là, vous voyez que le RSI, eh ben, il est peut-être en zone de surachat et qui commence à manifester une divergence, etc. Donc faites attention. Et parfois aussi, vous ne pouvez pas voir, par exemple, une droite de long terme qui arrive de je ne sais pas où, un canal, euh, des choses. Bon, par exemple, à un moment sur Arcelor, pour vous montrer, bah, voilà, il y avait un cas de figure sur Arcelor qu'on voit ici. Euh, voilà, je vais mettre en plein écran pour faire plaisir à. Attendez. Ouais, voilà, on va enlever tout ça. Voilà, donc ici, ce qui aurait pu se passer, là, je suis sur un graphique weekly, d'accord? Mais à un moment, j'étais sur un graphique daily et je ne voyais pas, voilà, par exemple, on va imaginer que moi j'en étais là, d'ailleurs, ok? Et là, j'étais sur mon graphique daily et je me dis, ah bah tiens, là, j'avais un truc ici intéressant. Je vois que mon momentum haussier commence à revenir. Et là, je vous dis, j'étais sur mon graphique daily, j'aurais pas eu toute ce qu'on appelle la big picture. Moi, j'étais trop dans un graphique zoomé et tout. Et après, en passant en weekly comme ici, bah, je me suis dit, ah mince, même si j'avais une forte hausse ici, bah, si j'avais bien regardé plus loin là, bah, j'aurais vu que j'avais ici une zone de résistance et que finalement, mes cours étaient enfermés dans une boîte. D'accord? Alors là, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi nous, on surveille Arcelor en ce moment? Parce que là, on est vraiment en train de jouer avec la résistance. On voit cette résistance très forte là en rouge. Donc, si on finit par la passer, bah, pour nous, ça va être un très bon signal aussi. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on va avoir ça ici. Donc là, on a, qu'importe, une sorte soit de drapeau, soit même de boîte latérale ici de correction. D'accord? Pardon. Voilà. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, pour nous, c'est une phase de temporisation de continuation. Donc, ça veut dire que la cassure de ça, plus le dépassement de ce niveau, va nous donner un objectif qui devrait, et donc pour le coup, ça va être très intéressant, voilà, se matérialiser à peu près ici. Donc, sur du long terme, c'est sûr que là, pour nos investisseurs qui sont sur du long terme, bah, ça devient très intéressant. Pour l'instant, on est encore en train de taquiner la résistance. Mais j'ai l'impression quand même qu'on va pouvoir la traverser parce qu'on voit ici que la structure de fond est beaucoup plus solide. Là, on voit bien qu'on est redescendu très fort. Là, on n'est pas en train de redescendre très fort vers la zone de support. Donc, on a l'éventuelle possibilité du double bottom ici. À la suite, en reportant l'amplitude là, en fait, l'amplitude, la sortie du théorique du drapeau, bah, c'est la même chose. Je vais reporter le mât du drapeau ici. D'accord? Donc, on a un objectif qui va être à minima ici sur la sortie de drapeau, qui peut être par la suite ici sur le dernier plus haut là, qui va être quasiment au même point que l'objectif théorique du double bottom. Donc, si on traverse vraiment cette résistance, bah, pour nous, ça va être très intéressant. Et même pour un investisseur de long terme, ça va être intéressant. Moi, sur mon service de long terme, parce que je suis un service de long terme, si je passe vraiment cette résistance, c'est pour ça, c'est pourquoi vous voyez ici une petite cloche, parce que j'ai mis une alerte. Bah, si jamais l'alerte sonne et que j'ai l'impression de passer au-dessus de cette résistance, bah là, ça va être un signal d'achat sur du long terme intéressant.
Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que vous voulez que je vous montre un autre exemple? Est-ce que vous voulez qu'on choisisse un graphique ensemble au hasard pour voir si justement en prenant un graphique comme ça quelconque, on arrive à délimiter des figures de retournement quelconque? Je suis en train de réfléchir, voir si j'en ai pas quelques-unes en tête d'un peu plus probantes, mais globalement, de toute façon, on peut en voir très très régulièrement, hein. Je sais pas, faut me dire quelque chose comme ça au hasard. Euh, je sais pas, je vais mettre des graphiques comme ça au hasard, tant que vous ne me dites rien. Bon, là, c'est pas le plus efficace parce que je suis dans un graphique très haussier. C'est quoi des graphiques moins haussiers? Bon, ici sur STM, par exemple, voilà. Bon, on avait quand même là quelque chose qui commençait à ressembler à une phase de retournement avec ici une phase de distribution assez importante. Et là, on aurait presque pu, je dis bien presque, hein, parce que c'est peut-être un peu limite, voilà, délimiter quelque chose ici qui ressemblerait à un biseau, voilà, avec ici un pullback après la cassure du biseau, et effectivement un retournement important vers le bas. Là, par exemple, vous voyez ici, bon, bah là, on a un retournement, mais qui ne correspond à rien. Il n'y a rien ici, c'est juste un retournement. Personne va me dire, ah bah regarde, tu avais une épaule. Non, bah, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, parce que tous les retournements ne répondent pas forcément à des configurations théoriques qu'on peut voir d'une manière ou d'une autre. OK. Voilà, donc là j'ai mis STM parce que je sais que c'est pas un graphique qui est aussi en permanence. Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tenez, regardez, je vais vous montrer autre chose, tiens, tant qu'à faire, ici. Alors là, c'est pas vraiment une figure de retournement en tant que telle. Maintenant, les canaux, ce sont des configurations qui peuvent être soit des figures de retournement, soit des figures de continuation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on rentre dans un canal, on peut en sortir à la hausse ou à la baisse. D'accord? Il n'y a pas de véritable règle. Maintenant, en général, on sort plutôt à la baisse d'un canal haussier et on sort plutôt à la hausse d'un canal baissier. Là, en l'occurrence, on a identifié un canal très fort sur Danone. Donc, je vais vous montrer ça avant de vous laisser. Même si ce n'est pas à proprement parler une figure de retournement, on a quand même eu ici une accélération baissière. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'avant d'identifier le canal, encore une fois, on va se mettre dans la réalité du marché. Aujourd'hui, on le voit, le canal, il est très propre, il a répondu à énormément de réponses théoriques, comme on va le voir. Mais nous, notre canal, on commence à le voir à partir de quand? D'abord, avant de voir notre canal, on a d'abord identifié une borne de support ici, qu'on voit très net. Au départ, on ne pouvait pas savoir si on allait avoir un canal. Peut-être que on aurait dit dans un premier temps, ben, on se serait peut-être dit, ah bah tiens, peut-être que j'ai un canal ici. Voilà, hop, je passe une parallèle. Bon, et puis après, je me rends compte que non, je suis passé au-dessus. Donc après, j'aurais peut-être pu dire, ah bah j'ai peut-être un canal ici. Bon, et finalement, quand on voit ici qu'on a commencé à avoir plusieurs points de contact vers le haut, on trace la parallèle à droite de support qui passe par les plus hauts, on a une droite de résistance, et là, on a un canal. À partir du moment où on a le canal, alors attention, hein, parce que là, je suis sur un graphique weekly, donc on me demandait la time frame, ça veut dire qu'à l'intérieur, ici, ne serait-ce que là, vous pouvez être sûr que le canal a été testé au moins une dizaine de fois. D'accord? Parce que chaque barre représente une semaine. Si je zoome ici, j'ai déjà 4 barres ici sur des graphes hebdo, donc en daily, vous pouvez être sûr que là, le canal est très efficace. Et pourquoi ce canal est très intéressant? Bah, pour plusieurs choses, plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on voit qu'il fonctionne très bien. Donc, tant qu'on est à l'intérieur du canal, on peut très bien profiter du canal, acheter la borne basse, vendre la borne haute, etc. Là où ça m'intéresse aussi, c'est ici. Pourquoi ici? Parce que là, vous voyez, après le rebond qu'on a eu là, on a eu une accélération qui était quand même beaucoup plus nette que les accélérations qu'on a eues auparavant. Là, on est vraiment en ligne droite. Pourquoi je dis ça? Parce que si on était dans j'allais dire, le cas où on était en temps réel, c'est-à-dire qu'on était à l'intérieur de cette hausse. Si on n'avait pas identifié le canal, eh ben, on aurait peut-être eu l'impression d'avoir, ça y est, un retour de la tendance haussière de fond avec un momentum important, puisque là, on est en ligne droite. Et puis, on se serait mis à acheter, etc. Ou alors, on aurait dit, bon, ok, j'ai identifié ma zone de résistance, mais là, quand même, j'ai une impulsion beaucoup plus nette. Sauf que là, la borne supérieure du canal a quand même contenu les pressions acheteuses. On est quand même reparti vers le bas, malgré la très forte impulsion qu'on avait avant. On n'a pas réussi à jaillir au-dessus du canal. Et puis là, paf, cassure du canal. Encore une fois, vous voyez, forte accélération, bougie très baissière, report de la largeur du canal à la cassure du canal et objectif atteint ici à très peu de choses près. Voilà, il va être 20 heures. Je vais vous libérer. Il y en a qui sont déjà partis. Euh,
Alors, est-ce que pour tracer les lignes des biseaux, vous les tracez sur le bout de la mèche ou sur la clôture de la bougie? Alors ça, moi, je prends les cours avec toutes les mèches. Je prends mes cours, mes barres, en ce qu'on appelle open, high, low, close, c'est-à-dire que je ne tiens pas compte que des cours de clôture. Certains ne prennent que les cours de clôture. Maintenant, pour répondre à ta question, moi, je le fais de la façon suivante. Comme vous pourrez le voir, comme tu pourrais pourras le voir, parfois, il y a ce qu'on appelle des petites morsures. Ici, par exemple, bah, le bas de mon canal n'a pas été scrupuleusement respecté. D'accord? Bon, on va tolérer, nous, certaines morsures dans des canaux, dans des wedges, tout ça. Ce qui compte, c'est que visuellement, on arrive à contenir les cours à l'intérieur de quelque chose. Parfois, en prenant les mèches, bah, on va avoir l'impression d'avoir un peu mordu, alors qu'on n'aurait pas mordu si on prenait les clôtures. Parfois, à des clôtures, on va avoir l'impression qu'on n'a pas testé la borne supérieure ou la borne inférieure aussi souvent que si on prend les mèches. Bon. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est réussir à peu près à englober les cours dans une figure, que ça soit un diamant, un canal, etc., un biseau ou un drapeau. Voilà. Donc moi, c'est de cette façon-là que je fonctionne. C'est un peu, j'allais dire, à l'instinct, à l'œil, où j'arrive à voir à partir de quand une morsure est trop importante pour que je la considère comme une morsure et pas comme une cassure. Alors, la tasse avec anse, c'est pas la même chose que le rounding bottom. Ça ressemble, mais ça a plus la forme. Alors, d'abord, attention, parce que d'abord, la tasse avec anse, c'est une figure de continuation et pas une figure de retournement. Euh, Tac, donc une tasse avec anse, ça va faire d'abord un mouvement un peu comme ça, là, ok, qui va faire la tasse. D'accord? Après, on va avoir ici un mouvement qui va faire un peu une anse ici. Donc, ça peut ressembler, d'accord? Sauf que là, on va faire ça, attention. On va rentrer dans la tasse avec 11, on va faire la tasse avec 11 et après, on va repartir là. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez m'écrire pour me poser des questions complémentaires si vous le souhaitez. Je vais vous faire parvenir dès demain la présentation et la proposition d'offres promotionnelles pour ceux qui voudraient rejoindre l'un ou les deux de nos services. Euh, Bah, je vous en prie. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à très bientôt.